Bonjour à tous et à toutes. Notre voyage nous emmène aujourd'hui dans l'Italie de la première moitié du XXe siècle, une Italie marquée par le fascisme, propagé par un homme, Benito Mussolini, qui tentera par tous les moyens de montrer la grandeur de l'Italie, à travers notamment un événement sportif encore très récent, la Coupe du Monde de football de 1934. Le but ultime de la manifestation sera de montrer à l'univers ce qu'est l'idéal fasciste du sport. Voici ce que déclarait le président de la Fédération italienne de football, Giorgio Vaccaro, montrant que le sport permet de mettre en lumière la politique fasciste mussolinienne, et que le sport et la politique sont deux irrésistibles amants, selon les termes de Mustafa Kessous, auteur du livre Les 100 histoires de la Coupe du monde de football. 2 ans avant l'immense ampleur des Jeux olympiques de Berlin en 1936, la Coupe du monde de 1934 est le premier grand événement sportif extrêmement instrumentalisé par un régime politique, le fascisme, dirigé par un homme et un seul, le Duce Benito Mussolini. Né le 29 juillet 1883 à Prédapieu en Italie, Mussolini vient d'une famille modeste et présente dès l'enfance un caractère anarchiste et brutal, son père lui imprégnant la haine des autorités, des plus riches et de ceux qui réussissent. En 1900, il adhère au Parti socialiste italien puis devient instituteur un an plus tard. En 1919, il crée les Faisceaux italiens de combat, un groupe nationaliste qui devient en novembre 1921 le Parti national fasciste, premier parti d'Europe occidentale ouvertement non démocratique. Avec des effectifs supérieurs à plus de 700 000 début janvier 1922, le parti fasciste n'arrive cependant pas à convaincre le corps électoral. Mais Mussolini menace le gouvernement de Luigi Facta et, le 27 octobre 1922, la révolution fasciste atteint son apogée avec la marche sur Rome, opération des groupes de chemises noires provenant de différentes régions d'Italie. Conséquence de cette marche, Luigi Facta démissionne le 28 octobre et le roi Victor Emmanuel III offre à Mussolini la charge de former un nouveau gouvernement de coalition le lendemain, ce qui marque le début du régime fasciste de Mussolini. Afin de se maintenir au pouvoir, Mussolini utilise plusieurs outils de propagande. Le régime fasciste est l'un des premiers régimes totalitaires, si ce n'est le premier, à reposer en grande partie sur une propagande moderne. Outre la presse et les médias, l'Italie mussolinienne a utilisé l'événement sportif à des fins de propagande dès la fin des années 20, et le Duce lui-même s'est autoproclamé premier sportif d'Italie. Il comprend alors rapidement l'importance de la popularité du sport. En 1933, déjà, il reçoit au Palazzo Veneziano, la résidence privée de Mussolini, des champions italiens, particulièrement Primo Carnera après son titre de champion du monde de boxe. Mais le Duce voit dans le football et la Coupe du monde de 1934 qui se profile une opportunité de montrer la grandeur de l'Italie. En Italie, en effet, le football avait rapidement révélé ses potentialités en termes de propagande. Dès 1924, avec la nomination de Vittorio Pozzo comme commissaire unique de l'équipe nationale, le football était devenu un enjeu politique, et la charte de Viareggio de 1926 avait signé la soumission totale de la Fédération italienne de football au fascisme, ainsi que l'introduction du professionnalisme. Le pays hôte de la deuxième Coupe du Monde est désigné lors du congrès de la FIFA en 1932. 2 candidats souhaitent accueillir le mondial, la Suède et l'Italie donc. Après la résilience du pays scandinave, l'Italie est donc logiquement choisie. L'organisation de cette Coupe du Monde est alors une aubaine pour Benito Mussolini. Il compte laisser son empreinte sur cette compétition. Cette empreinte, on la distingue premièrement au niveau des stades. Les 8 stades utilisés pour cette Coupe du Monde sont perçus comme des monuments du fascisme. 3 exemples permettent d'illustrer cette propagande. Tout d'abord, le stade San Siro, construit en 1925-1926. Accueillant les plus grands matchs de football dès la fin de sa construction, le stade San Siro est cependant agrandi afin de passer de 35 000 à 50 000 places pour cet événement. À Naples, le Stadio Ascarelli est rénové et amélioré par le parti pour porter sa capacité à 40 000 places. Il est alors présenté par la presse italienne comme l'une des plus grandioses constructions du régime de l'année 12. Enfin, avec 2 clubs de football importants, la Juventus et le Torino, et la Fédération de football italienne qui s'y est installée depuis sa création en 1898, la ville de Turin est relativement bien dotée en stades. Cependant, les 3 stades de la ville ne sont pas adaptés pour la Coupe du Monde. Le centre sportif du Stadio Mussolini est alors construit dans l'urgence entre octobre 1932 et avril 1933 pour accueillir cette Coupe du Monde. Ce stade offre une capacité totale de 65 000 spectateurs. Les journaux italiens sont évidemment enchantés de cette réussite de l'architecture sportive attribuée à Mussolini.
Comme le dit l'historienne Daphne Bols dans son livre Les arènes totalitaires, Hitler, Mussolini et les Jeux du stade, les stades dans lesquels se déroulent les matchs de la Coupe du Monde 1934 sont tout particulièrement bien construits et équipés, et, pour certains, ont marqué l'histoire de l'architecture moderne. Ces stades contribuent à la propagande du Duce en multipliant les références à l'Antiquité romaine tout en incluant une esthétique moderniste. Mais la propagande fasciste se voit également dans l'affiche de la compétition. On y voit un homme de la Squadra Azzurra, l'équipe italienne, y faire le salut fasciste. L'homme y est représenté, vu du dessous, qui fait que l'on a une impression de grandeur et de domination, ce qui est évidemment voulu par la propagande mussolinienne. La trace du fascisme se voit également durant les matchs. Le salut fasciste avant les matchs de l'équipe italienne témoigne de cette mise en scène du parti fasciste italien. Enfin, les chemises noires, la milice du Duce, font office de stadiers pour impressionner et montrer l'autorité du régime. Même lors de la remise de la coupe, la propagande de Mussolini est visible. En effet, depuis 1928, le trophée de la Coupe du Monde, appelé Victoire alliée, a été réalisé par le sculpteur français Abel Lafleur. Haute de 35 cm, cette statuette en or représente Nike, la déesse grecque de la victoire. Mais, en 1934, pour cette Coupe du Monde, Mussolini impose son propre trophée, la Coppa del Duce, œuvre du sculpteur Giuseppe Graziosi, en bronze massif, aux courbes fascistes, pesant 4 fois plus lourd que la récompense officielle. Pour en venir maintenant à la compétition, on s'aperçoit que le Duce et l'imaginaire fasciste sont omniprésents. L'Uruguay, vainqueur de la première coupe en 1930, n'est pas présente, ce qui a pour conséquence la surreprésentation de l'Europe dans le tournoi. Se déroulant du 27 mai au 10 juin 1934, Mussolini a 3 semaines pour montrer la puissance de l'Italie par le football. De ce fait, le dictateur n'hésite pas à corrompre les matchs, comme c'est le cas lors du premier match du quart de finale Italie-Espagne. La désignation de l'arbitre suisse René Mercé n'est pas anodine. Considéré comme l'ami de l'Italie, il fait le salut fasciste avant le match et est accusé d'avoir accordé un but irrégulier de l'Italien Maezza, puis d'avoir refusé, pour un hors-jeu imaginaire, l'égalisation obtenue par l'Espagne. Mussolini souhaite à tout prix gagner cette Coupe du Monde. Un télégramme envoyé par le dictateur en est la preuve, la victoire ou la mort. Afin de s'assurer cette victoire, Mussolini fait en sorte de faire renforcer son équipe nationale. En 1932, il désigne Giorgio Vaccaro, alors à la tête de la milice, en tant que secrétaire général de la Fédération italienne. Ce dernier, dès son arrivée, met en place une politique de naturalisation sous l'impulsion du Duce. L'idée principale consiste à enrôler les étrangers les plus cotés du calcio, le championnat italien. On les appelle les Oriundi. L'exemple le plus frappant est sans doute Luis Monti. Il est titulaire en finale de la Coupe du Monde 4 années plus tôt avec l'Argentine et s'incline alors contre l'Uruguay. Fin décembre 1932, soit quelques mois à peine après l'arrivée de Vaccaro, il devient joueur de la Juventus de Turin, est naturalisé italien et est appelé pour la première fois en équipe nationale italienne. D'autres joueurs comme les Argentins Raimondi Orsi, Attilio De Maria et Enrique Gaeta, ainsi que le Brésilien Amphilogino Garassi, renforcent la Squadra Azzurra. Avec une équipe très renforcée, des arbitres corrompus et des équipes favorites qui boycottent la compétition comme l'Angleterre, l'Italie gagne cette Coupe du Monde sans véritable suspense, en éliminant respectivement les États-Unis 7-1, l'Espagne 2-1, l'équipe d'Autriche, la Wonder Team, 1-0 en demi-finale, puis la Tchécoslovaquie en finale 2-1 après prolongation grâce à un but d'Angelo Schiavo. Mussolini a donc réussi son objectif. À travers cette Coupe du Monde, il a pu exprimer l'idéologie du fascisme et la grandeur de l'Italie en Europe, mais aussi partout dans le monde. D'ailleurs, les principaux médias et les commentateurs de la presse européenne se révélèrent d'honnêtes témoins du bon travail effectué par l'organisation fasciste, ses principaux journaux étant admiratifs quant à l'organisation et au déroulement de cette Coupe du Monde, malgré quelques questions relatives à l'arbitrage qui auraient favorisé la victoire finale de l'Italie. Avec une victoire méritée en finale, la Squadra Azzurra, arborant le maillot noir fasciste issu de la propagande, gagnera la Coupe du Monde suivante de 1938 en France, avant que le monde n'entre en guerre un an plus tard, en 1939. Pour plus de recherches sur le sujet, je vous invite à lire l'article de Fabio Cesari, Une organisation parfaite, la Coupe du Monde de football de 1934 selon la presse européenne, ainsi que l'article de Paul Ghiecci, Football et guerre totale, le cas de la Seconde Guerre mondiale.
ces 2 articles étant publiés dans l'ouvrage Football dans nos sociétés, une culture populaire, 1914-1998, publié sous la direction de Ivan Gasto et Stéphane Mourlan.